Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les assauts furieux des armées du Kronprinz ont été partout brisés. Honneur à tous. Chers amis d'Aiolfi.com, bonjour. Vous avez été nombreux, très nombreux, plus de 40 000, à venir sur notre chaîne YouTube pour regarder le documentaire que nous avons réalisé sur le manuscrit du maréchal Pétain sur la Grande Guerre. C'est un honneur, c'est une fierté et je vous en remercie. Mais vous avez été aussi très nombreux à vous poser un certain nombre de questions sur ce même document. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé un peu moins d'un mois avant sa vente du 11 mars d'apporter des réponses à certaines de vos questions. Restez, n'éteignez pas, nous allons vous répondre. Bon, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de pouvoir vous montrer ce qu'avait été cette aventure sur cette découverte de documents historiques. Et puis vous, en retour, vous m'avez fait l'honneur de répondre et d'apporter des commentaires sur des points qui vous ont paru pas assez clairs, pas assez détaillés, pas assez définis. Et pour ça, je vais tout de suite aborder le problème des expertises, puisque beaucoup se sont posé la question sur les expertises et la valeur d'une expertise. Tout à l'heure, on va avoir la chance d'avoir devant la caméra Madame Charby-Lescat, qui a accepté de témoigner de ce travail-là, de cette importance-là. Au niveau des ponctuations, les points-virgules sont des bâtards. Quand on peut s'en passer, on s'en passe. Et on s'aperçoit que dans le manuscrit, il a barré certains points-virgules. Donc sa haine, entre guillemets, du point-virgule, on le retrouve même là. Ça, je trouve ça fort intéressant. De la différence qu'il y a, moi je peux le dire, entre une expertise faite dans le but d'une vente, par exemple, et une expertise qui est faite dans le but d'établir une vérité scientifique, qui est une expertise en écriture manuscrite. C'est pour ça qu'en tant qu'expert en écriture manuscrite inscrite auprès d'une cour d'appel, Madame Lescat est intervenue dans ce dossier. Petit retour sur image. Dans les années 2000, un ancien officier, Jean-Jacques Dumur, trouve tout à fait par hasard, dans une famille près de Nice, un incroyable document dans une valise qui est censée appartenir à un résistant. Il s'avère, après quelques études, que ce document est le manuscrit perdu qu'avait écrit le maréchal Pétain sur la Grande Guerre. Ça me permet aussi d'apporter une précision historique importante, parce qu'on m'a fait aussi quelques remarques sur le fait qu'on employait beaucoup dans ce documentaire de la dignité de maréchal de France et qu'on parlait du maréchal Pétain. Et beaucoup s'étonnaient en disant « mais ce monsieur a été frappé d'indignité et c'est pas normal, c'est un ex-maréchal de France ». Eh bien, pour la vérité historique et que pour cette vérité historique-là, il faut se dire que la dignité de maréchal de France, depuis qu'elle existe, a toujours été attribuée non pas par décret, mais par une loi. Et qu'aucun tribunal en France n'est autorisé à annuler une loi. C'est pour ça qu'on dit que cette dignité, eh bien, le maréchal Pétain l'a eue en 1918, il l'a conservée jusqu'à son incarcération à l'Île-Dieu, il était toujours maréchal de France à l'Île-Dieu, et dans la mort, il est toujours maréchal de France. Alors, pour ceux qui se posent la question, il suffit simplement de regarder l'acte de décès. L'acte de décès comporte bien la mention maréchal de France. Il a été enterré dans son uniforme de maréchal de France, avec d'ailleurs sa médaille militaire. Et sur sa tombe, il y a inscrit Philippe Pétain, maréchal de France. Alors ça, c'est simplement pour apporter un petit point de vérité. Et puis, il ne faut pas être surpris de cet emploi répétitif du terme de maréchal. Il a été maréchal et il le sera dans la mort jusqu'à l'éternité. Ça s'appelle le principe de l'inadmissibilité de la dignité. Voilà, ça c'est pour le petit point de précision. Un autre petit point de précision, c'est au sujet du texte lui-même de ce manuscrit. Dans le premier documentaire, il m'arrive souvent de dire que Philippe Pétain écrivait comme un officier d'état-major et que le général de Gaulle écrivait lui plutôt comme un littéraire. Et certains se sont un peu étonnés de ça en disant « ouais, mais attendez, on ne parle là que de la nature du document historique. Il n'y a pas de remarques sur un quelconque rôle politique ou une quelconque idéologie. En particulier, si on la sort du contexte de 1914-1918 pour la ramener après dans l'histoire vers les années 39 à 45. Aucun Français ne doit se mêler à ce conflit. Autrement, ce serait lamentable pour vous et pour la France. Donc là, on parle vraiment de caractériser la qualité de l'auteur
des textes écrits par Pétain et des textes écrits par le général de Gaulle. Et il suffit aussi, là, tout simplement, de regarder la vérité en face, et on s'aperçoit que de Gaulle a été proposé, faisait partie des 80 personnages à qui on avait pensé attribuer le prix Nobel de littérature en 1963. Donc là, on le considère bien comme un littéraire. Ensuite, il suffit de regarder son œuvre écrite. Il a écrit une vingtaine de livres, jugés comme étant des romans ou des livres. Il faut savoir aussi que le général de Gaulle a été inclus dans les programmes scolaires, puisque dans les années 2010, 2011, 2012, 2013, il faisait même partie du programme pour le bac littéraire, avec l'étude de son livre, un des plus remarquables, qui était Les Mémoires de guerre. Pour Philippe Pétain, à part le livre qu'il a écrit sur Verdun, et après, d'ailleurs, en était-il l'auteur, puisqu'on pense beaucoup que c'est le colonel Laure qui lui a écrit le texte, et Pétain a fait, comme on l'a vu dans le premier documentaire, n'a fait que reprendre à son compte les notes qui lui avaient été préparées par Laure pour les mettre à son goût, pour les affûter, pour les ajuster, pour en faire ce style Pétain très caractéristique, le style cactus dont on a parlé déjà. Voilà, donc ça c'est pour la position des deux personnages en tant qu'écrivains. Un est bien un rédacteur d'état-major, c'est Philippe Pétain, et l'autre est bien un grand romancier et un grand écrivain, c'est le général de Gaulle. Donc vous voyez, il n'y a plus de doute sur l'emploi des deux termes. Ce document n'était ni daté, ni signé. Donc, comme seul élément, il y avait une photo collée en dernière page du manuscrit. Un manuscrit très épais, de plus de 350 pages. Et je me rappelle que, d'une part, je me suis dit, oh là là, mais c'est incroyable cette histoire. Deuxièmement, je me suis dit, c'est curieux parce que le papier, c'était un beau papier, une belle écriture, et je trouvais la relure en décalage, beaucoup plus ordinaire. Vous avez été nombreux, très nombreux à vous poser beaucoup de questions. Eh bien, ces questions, nous allons tenter d'y répondre maintenant. Alors, ma première réaction a été de contacter immédiatement les institutions. C'est-à-dire, j'ai tout de suite appelé le service historique de la Défense. J'ai, en compte tenu d'une réponse qui, à mon avis, n'était pas satisfaisante, j'ai consulté immédiatement après les archives nationales, qui m'ont fait la même réponse. Dans mes premières réactions, c'est vrai que je dis que je n'ai pas été satisfait des réponses qui m'ont été apportées par les institutions. Mais là, je parle uniquement des réponses qui m'ont été faites en 2006, au moment où je me suis retrouvé dans les mains, avec dans les mains ce document qui me paraissait important, mais pour lequel je n'avais aucune certitude. Je me suis retourné vers l'institution pour qu'ils m'aident. Et ces gens qui m'ont répondu, qui étaient des gens qui m'ont répondu au téléphone, je n'ai pas eu de responsable, m'ont tous dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi, qu'ils n'étaient pas capables de m'aider parce qu'il n'existe pas en France d'expertise d'État. Donc il m'a fallu que je me débrouille, moi, à fournir les éléments de preuve techniques pour faire admettre que ce document était un document important et un document écrit en particulier par le maréchal Pétain. Ce qu'ils m'ont dit, c'est tout simplement, Monsieur Dumur, allez vous adresser aux experts des salles des ventes, là vous aurez un avis. Et moi, je suis tout simplement exécuté et j'ai demandé à des experts des salles de vente leur avis. Et à ce moment-là, ça a été des grandes surprises parce que les uns n'y croyaient pas parce que le document était jugé, comme on l'a déjà dit, trop extraordinaire pour exister. D'autres m'ont dit qu'ils étaient particulièrement spécialistes du personnage et qu'en moins de 2 minutes, ils allaient déterminer la paternité du texte, alors que je me suis, moi, tout de suite aperçu que ça demandait des mois de travail. D'ailleurs, Mme Charby-Lescat l'a gardé 17 mois, le document, pour l'expertiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, sur le pouce, en 2 secondes. J'étais au courant des travaux que qu'avait entrepris M. Dumur au sujet de ce document qu'il avait récupéré à Toulouse. Il m'en tenait informé de temps en temps et quand à un certain moment il a commencé à donner des conférences dans nos Pyrénées centrales, je l'ai accompagné régulièrement dans toutes ces pérégrinations. Rentrant de Paris avec ces réponses-là, j'étais quand même un peu tracassé. Et tout simplement dans la gare, il m'est arrivé à Tarbes, j'ai pris l'annuaire de Tarbes et j'ai cherché un expert graphologue à Tarbes. J'en ai trouvé un qui s'appelle M. Bourgeois, qui m'a assuré travailler aussi pour le tribunal de Tarbes. Donc j'ai pensé que c'était le personnage ad hoc
pour me faire ce type de travail, au moins pour m'orienter. Il m'a reçu, il a gardé le document quelques mois, et au bout de 3 ou 4 mois, il a déterminé qu'avec une certitude absolue, on pouvait attribuer ce manuscrit à la main du maréchal Philippe Pétain. Fort de ce document, j'ai recontacté les institutions, et là on m'a dit, mais votre expertise n'a pas de valeur, puisqu'il faut absolument qu'on ait entre les mains une expertise signée par quelqu'un qui est agréé près d'une cour d'appel. Comme je l'ai expliqué aussi, nous avons fait une recherche sur Internet, sur le site de la Cour de cassation, et là j'ai découvert qu'à Toulouse, on m'avait orienté vers une experte en écriture manuscrite, inscrite effectivement près de la Cour d'appel de Toulouse, qui était Madame Charby-Lescat. Et Madame Charby-Lescat, tout à l'heure, vous expliquera comment elle a travaillé. Parmi toutes les personnes qui sont intervenues dans ce dossier, au cours de cette longue enquête, il en est une, véritablement une, Madame Charby-Lescat, qui a été une avancée extraordinaire dans la découverte de la vérité. Alors, je me rappelle de la journée où M. Dumur est venu me trouver avec un document qu'il a sorti d'un sac. C'était un document important, en fait un livre manuscrit, ce qui est quand même assez rare dans notre métier, puisqu'on a plutôt affaire à des documents moins épais, et souvent. Et là, il m'a expliqué l'histoire du manuscrit. J'étais quand même, je dois dire, très surprise. Et évidemment, dans l'expectative, parce que je n'avais, en feuilletant le manuscrit, aucune réponse à donner dans les médias. Une personne parmi vous s'est interrogée sur la raison qui fait que le maréchal Pétain n'ait pas publié ce manuscrit alors qu'il était de l'Académie française, et pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à l'écrire, et pourquoi est-ce qu'il y a mis autant de soin. Je pense, mais Jean-Jacques Dumur va y apporter aussi sa réponse, je pense que le fait qu'un certain nombre de maréchaux, d'autres maréchaux et d'autres généraux aient publié par eux-mêmes leur mémoire a dû laisser penser à Pétain qu'il était inutile de publier celle-là. C'est par exemple employer le mot servir, Oui, par n'est-ce pas, dans cette formule. Oui. C'est un mot que j'emploie souvent parce qu'il est la caractéristique d'une activité, je dirais, nationale. Oui, c'est vrai. Je me range Par complètement. conséquent, je dirais, la France, que j'ai voulu servir toute ma vie. N'oublions pas que à une personne qui lui posait la question de savoir pourquoi il ne publiait pas ses propres mémoires, Pétain avait répondu « c'est parce que je n'ai rien à cacher ». C'est, je pense, peut-être aussi cette espèce de brouille avec le capitaine de Gaulle au niveau littéraire qui a laissé Pétain sur le bord du chemin avec ce manuscrit qui aujourd'hui nous apporte une lumière toute particulière sur cette histoire. La réponse, elle est dans les archives, hein. Quand on va consulter les archives, que ce soit aux archives nationales ou au service historique de la Défense, on s'aperçoit que Pétain, contrairement à ce qu'on a pu écrire et dire, a écrit beaucoup de choses. Il y a un général, le général Delmas, qui a publié les cours de Pétain à l'école de guerre, et on s'aperçoit que déjà, entre 1909 et 1911, il écrivait déjà des cours qui faisaient plus de 200 pages. Il ne les a pas fort autant signés, hein. Il les a même des fois dictés. Mais l'écriture, ce n'est pas la sienne. Et on n'a jamais eu de doute là-dessus. On a retrouvé des cours du général Pétain qui ont été recopiés par ses ordonnances et qui font déjà plus de 200 pages. Donc Pétain et la lourdeur des écrits par le volume, bon, c'est connu. C'est pas étonnant d'être tombé sur un document de 350 pages. Quand on s'est adressé aux historiens comme le général André Bach ou le colonel Guelton, là, eux-mêmes ont reconnu que c'était des travaux qui étaient de très haute qualité et du niveau des croquis qu'on avait demandé aux officiers d'état-major qui servaient au service historique de la Défense. Donc ce sont des croquis qui sont de très haute qualité. C'était un document qui sortait vraiment de l'ordinaire, avec en fait des feuillets manuscrits, mais en plus des croquis, des cartes, des plans, et finalement il fallait vérifier énormément de choses. De toute façon, on a même retrouvé et vendu d'ailleurs
des croquis, des cours de topographie qui avaient été faits par Pétain, qui ont été expertisés à Paris par M. Thierry Baudin et vendus par une maison des ventes, où on retrouve des carnets entiers de croquis. Et quand on regarde ces croquis, que ce soit, comme m'a dit Mme Lescat, que ce soit dans le légendage, dans le hachurage, dans le dessin, dans l'emploi des flèches, vous savez, pour les coordonnées, mais on est exactement dans la même chose. On n'a pas de dissemblance. Mme Lescat va beaucoup employer ce terme entre la dissemblance totale, qui est synonyme d'incompatibilité, et puis des variations d'écriture, qui sont des variations normales que chacun d'entre nous peuvent avoir. On n'écrit jamais le même mot de la même manière. Voilà. Dans ce dossier, il est une chose qui a fait toute la différence. C'est justement les dissemblances et les variations d'écriture. Et là, Mme Lescat va nous l'expliquer. Pour cette mission, il fallait avant tout trouver des documents comparatifs recevables, à savoir des originaux, deuxièmement des documents étalés dans le temps du maréchal Pétain, puisque la photo qui était en dernière page représentait le maréchal Pétain, et M. Dumur m'a dit « il y a l'hypothèse que ça soit de sa main, je ne sais pas ». Troisième difficulté, trouver des documents comparables. Je n'étais pas là face à une lettre signée, ni un testament, ni c'était un manuscrit très particulier que j'apparenterais à un cours magistral universitaire, avec la particularité d'avoir en plus de nombreux plans croquis, puisque le manuscrit en tout fait 350 pages et il y a quand même 77 plans, croquis, plans de bataille, enfin ça aussi c'est à vérifier. D'après ce qu'on a pu voir, ce document manuscrit pouvait se situer entre les années 20 et les années 25, ce qui correspondait dans les 65 ans du maréchal Pétain. Pourquoi entre les années 20 et 25 ? Puisque dans les dernières pages de ce manuscrit, il est fait état des traités de paix, et dans la liste des traités de paix, il est mentionné, le dernier traité de paix mentionné est celui de Sèvres de 1920, et celui de Locarno de 1925 n'y figurait pas. Donc, on a émis l'hypothèse que le document avait pu être fait entre 1920 et 1925, et comme je vous disais, dans les 65 ans donc, du maréchal Pétain. Il fallait donc trouver aussi des documents couvrant cette période. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, Pétain est couvert de gloire. Il va rentrer à l'Académie française, il est de l'Académie des sciences morales, il est général en chef des armées françaises jusqu'en 1931. Il sera même appelé pour remplacer le maréchal Lyautey au Maroc. C'est donc une reconnaissance absolument éclatante des très grands services qu'il a rendus pendant la Première Guerre mondiale. Analyse ensuite évidemment de tout ce qui constitue le geste graphique, de façon très rigoureuse, en s'appuyant sur la méthode en vigueur et reconnue officiellement, qui est la méthode Chouet, qui est donc l'analyse objective de l'écriture par Madame Berrichon-Sédaine, qui était graphologue et qui a mis au point cette méthode qui est reconnue au niveau national et international. Vous avez été nombreux, très nombreux à vous poser beaucoup de questions. Eh bien, ces questions, nous allons tenter d'y répondre maintenant. Alors, tout simplement, quand on me pose ce type de contradiction, il y a tout de suite un adage qui me vient à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je respecte la position de chacun. D'ailleurs, même lorsqu'il s'agit de porter l'affaire au tribunal, je n'ai jamais attaqué les gens sur les positions qu'ils prenaient, mais sur les méthodes qu'ils employaient pour arriver à leur fin. La liberté d'expression fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais la façon, après, de diagnostiquer la chose et puis de l'argumenter, là, on part dans une notion beaucoup plus technique. Donc, à ceux qui n'y croient pas, je me dis, mais à ce moment-là, pourquoi et comment peut-on faire intervenir un expert en écriture manuscrite dans une affaire criminelle ?
Si au départ, on considère que ces gens n'ont pas de compétences particulières, c'est même plus la peine d'aller aussi loin. Et il faut reconnaître aux gens les certaines compétences. Ça me permet aussi là, de revenir sur ces histoires de compagnies d'experts. Les compagnies d'experts sont classées par la Cour de cassation en fonction de leur spécialité. Donc ça, c'est quelque chose auquel moi je tiens beaucoup. On ne demande pas à un charcutier d'expertiser un toit qui vient de la malfaçon d'une couverture. On demande à un maçon ou à un couvreur de le faire. Donc chacun, j'avais dit une fois d'ailleurs à un courrier que j'avais envoyé, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Là, on est en face d'un document militaire avec des abréviations, avec des chiffres, avec des titres, avec des plans, avec des croquis, des schémas. Donc, autant de vérifications à mener. La pièce à expertiser, c'est la pièce de question et on la compare à des pièces de comparaison. Donc, état et analyse des pièces de comparaison du maréchal Pétain, analyse du document de question et ensuite analyse comparative point par point des éléments de comparaison et de la pièce de question, pour ensuite donner un avis, établir des conclusions et pouvoir dire si on pouvait attribuer ou non ce document à la main du maréchal Pétain. Je me suis ensuite attachée à trouver des pièces de comparaison et pour cela, je me suis rendue principalement dans 2 endroits. Aux archives nationales dans le département historique et puis aux archives historiques de la Défense à Vincennes. Et grâce à ces 2 endroits, j'ai pu avoir accès à des documents de Pétain. Et là, ça a correspondu aux critères exigés, à savoir que j'étais face à des originaux, premièrement, qui étaient étalés dans le temps puisque j'ai pu analyser des documents de 1909 à 1947, donc qui englobaient la période concernée et permettaient aussi de suivre l'évolution de l'écriture. Sachant, comme je vous le disais, qu'il faut absolument des documents contemporains de l'écriture de questions, puisque surtout à partir d'un certain âge, pour des causes diverses, maladies ou autres, l'écriture peut se transformer et changer. Mais en même temps, c'est toujours intéressant de voir l'évolution de l'écriture, parce que même si elle évolue, c'est un petit peu comme un visage, il vieillit, mais on reconnaît la personne, et l'écriture, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle évolue, elle va, selon les circonstances de la vie, rester plus ou moins homogène, on reconnaîtra quand même toujours la structure de base. Donc j'ai pu avoir accès à ces originaux et ce qui était très intéressant, c'est que donc il y avait des correspondances privées, des lettres, des écrits officiels, des écrits plus personnels, et surtout aux archives de Vincennes, des cours quand Pétain était professeur à l'école de guerre, dont un cours de 1912 sur le tir dans l'artillerie. Et ça a été vraiment quelque chose de formidable, parce que là, j'étais face à un document comparable, c'est-à-dire un cours complet, avec des chapitres, des paragraphes, des titres, des schémas. Et il y avait également, ce qui était intéressant, des dessins, des schémas sur des documents relatifs aux travaux de la villa du maréchal Pétain à Villeneuve-Loubet, où on retrouvait également des schémas, des dessins. Donc tout ça m'a permis un travail approfondi, point par point, et je me suis attachée donc à reprendre, à comparer les différents aspects de l'écriture
dans sa forme, dans sa présentation, puisque là, comme je vous le disais, c'est plutôt sous forme de, on pourrait dire, de cours magistral. Hein, c'est absolument pas une lettre, mais il n'empêche qu'il y a quand même une présentation et une mise en page extrêmement personnelle, notamment dans tout ce qui était titre, par exemple, parce que là j'ai retrouvé un élément très intéressant. Autant tout au long du manuscrit, l'écriture est une écriture qui est tout à fait calligraphie fin 19e, début du 20e, qui correspond à une écriture classique, mais de haut niveau, avec des éléments de personnalisation. Mais alors, notamment au niveau des titres, il y a une particularité que j'ai retrouvée aussi bien dans les écrits comparatifs que dans le document de question, c'est que les titres écrits en majuscules juxtaposés sont beaucoup moins fluides. Le trait est plus lent, il y a de petits tremblements. Le scripteur était manifestement moins à l'aise dans ce geste appliqué et repris que dans un geste plus spontané. Et ça, que ça soit au niveau des titres, c'était vraiment une similitude extrêmement significative. Et je me suis attachée aussi à comparer dans les tableaux et les croquis la façon de faire les pointillés, de tracer les noms, le matériel employé, qui était à cette époque, comme dans beaucoup de croquis militaires, alors avec souvent une base au crayon à papier, l'emploi de l'encre et du crayon bleu et rouge à double pointe, crayon gras utilisé à cette époque, et des petits détails aussi assez significatifs que l'on retrouve entre les documents comparatifs et le document de question, par exemple comme la notation des pages. Quand la page, le numéro de la page se trouve en haut à gauche, il est barré d'un trait droit. S'il est à droite, le trait est oblique. Voilà, des petits trucs qui sont extrêmement personnels. L'un de vous, un internaute, nous dit, très justement à mon sens, que l'on ne peut pas rejeter ce document sur le seul fait que Pétain ait été condamné pour trahison en 1945. C'est exact. On ne peut pas juger le Pétain de 1920 avec le Pétain de 1945. Ce sont deux situations totalement différentes. Si par malheur, en d'autres temps, en l'extrême hiver de sa vie, au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il acquit à Verdun, qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Et en tous les cas, et comme l'a dit le général de Gaulle lorsqu'il est allé célébrer l'anniversaire de Verdun, personne ne peut dénier à Philippe Pétain la gloire de ce qui s'est passé à Verdun en 1916. C'est évident. C'est pourquoi ce manuscrit nous apporte sur la personnalité du maréchal Pétain d'une part, et en même temps sur l'histoire de la Grande Guerre, un éclairage qui est tout à fait fondamental et qu'on ne peut en aucun cas mettre de côté à cause de ce que Philippe Pétain aura fait après 1940. Quand on se pose la question sur l'importance du document, son importance patrimoniale par exemple, c'est patrimonial parce qu'il rentre dans le patrimoine de la France et de l'histoire de France. Moi je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au personnage, il faut s'arrêter à l'objet lui-même, c'est-à-dire c'est une source historique. Et les gens qui disent par exemple ne pas être fanat de Pétain mais reconnaître que ce document a une importance patrimoniale, mais c'est tout simplement, c'est le reflet d'une évidence. C'est le reflet d'une évidence. Quand une source historique existe,
On ne la rejette pas et on fait preuve des qualités dont doivent faire preuve chaque historien et puis chaque Français finalement. Regarder les choses avec objectivité, savoir les recycler, les reclasser dans un contexte et puis surtout être indépendant en tout état de cause au niveau idéologique parce que ce document, il ne nous présente pas d'idéologie particulière, il est descriptif. Finalement, on oublie même les millions de morts auxquels ça nous renvoie. Parce qu'on parle d'un document, mais on parle de la guerre de 14. Hein, et on parle de tous ces gens qui sont tombés, dans tous les sens du terme, ils sont tombés. Donc, regardez ce document historique avec objectivité, et puis ce que les historiens devraient avoir tous, la curiosité. Je pense que là, Jérôme, qui a fait ce commentaire, a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Ce document doit être observé comme une source historique. Ce n'est pas la peine d'aller lui chercher un quelconque sens, soit politique, soit idéologique. Ce n'est pas le cas. Alors, pour les gens qui recherchent encore le livre édité par les éditions Privat, tout simplement, il faut se dire que malgré tout ce qui peut se raconter sur ce manuscrit, il a été quand même d'un intérêt certain pour beaucoup d'entre vous, puisque les exemplaires qui ont été imprimés ont été distribués, ont tous été distribués ou vendus. Donc on peut le retrouver en librairie sous condition de commande, mais là je ne peux pas assurer qu'on le reçoive, mais vous le trouvez vraiment sur Amazon, sur tous les sites de revente. Il suffit de taper manuscrit La guerre mondiale 14-18 par Philippe Pétain et vous allez forcément en trouver un exemplaire. J'ai retrouvé toutes les similitudes significatives et je n'ai relevé aucune dissemblance synonyme d'incompatibilité, ce qui m'a amené à conclure, et je dois le préciser en toute indépendance d'esprit, que le manuscrit de question pouvait être entièrement attribué à la main de Maréchal Pétain. Au bout de 17 mois de travail, là on est dans les années 2007, j'avais enfin la réponse qui me paraissait aussi complètement adéquate au problème posé. Eh bien, ça n'a pas suffi encore, puisque tous les gens qui se sont opposés à mes hypothèses initiales continuaient à s'opposer à toutes ces expertises en disant que de toute façon ils n'y croyaient toujours pas, qu'ils ne pensaient pas. C'est pour ça que j'avais abordé aussi le thème de la croyance et de la pensée. En expertise, en écriture, on ne parle pas de croyance et de pensée, on parle d'éléments techniques qui sont juridiquement opposables. Voilà. Et donc je me suis retrouvé en 2014 au moment de la révélation avec en principe tout ce qu'il fallait pour que ce document soit enfin reconnu. D'autant plus qu'à partir de 2009, compte tenu de tous ces problèmes encore d'expertise et de bataille d'experts finalement, j'avais demandé un arbitrage officiel aux institutions. J'ai envoyé une demande d'arbitrage aux institutions, donc aux archives de France, en leur demandant de m'aider à trouver une fin à ce problème qui me paraissait impossible à dénouer. J'ai été donc reçu en 2009-2010 par les responsables institutionnels, en particulier les gens des archives de France. Tout à l'heure, nous aurons un témoignage de M. Jacques Tesser, qui m'a accompagné lors de ces réunions qui m'ont paru très importantes. Dès l'instant où il m'avait parlé de ces travaux de recherche, j'avais adhéré complètement. Je disais que historiquement, il me semblait que les historiens devraient prendre en compte ce document qui était un document exceptionnel, qui était inconnu jusqu'alors, oui, effectivement. Et je pense que pour l'intérêt de l'histoire, ça aurait permis de faire avancer certaines choses. Bon, ce document, daté de 1920, il n'y avait aucune connotation de quoi que ce soit, et il pouvait largement être utilisé donc, par tous ces historiens-là. À l'issue des Archives de France, j'ai été parrainé par monsieur le sous-directeur des Archives de France pour prendre contact avec un contrôleur général d'armée qui était responsable auprès du ministère de la Culture et du ministère des Armées de la gestion du patrimoine et des archives. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec ce qu'on appelait à l'époque la DMPA, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, et du SHD, Service historique de la défense à Vincennes. J'ai donc accompagné M. Dumur aux archives de France, où nous avons rencontré des responsables des institutions, donc, et là, une discussion, je sais qu'une discussion, à un moment donné, s'était installée entre monsieur le conservateur général du patrimoine et M. Dumur,
conversation qui était fort intéressante parce que tous les deux, avec des questions-réponses, montraient qu'ils avaient une très grande connaissance de cet épisode de la guerre de 14-18. Au bout d'une heure de discussion, les participants à cette réunion avaient remarqué que le document ne présentait aucune difficulté et qu'il pouvait être largement authentifié. Tous ces gens ont eu en main tous les dossiers d'expertise, les différentes hypothèses, y compris celle de la traçabilité. Et au bout de quelques mois, ils m'ont donné leur réponse en disant « Mais monsieur Dumur, nous n'avons aucun problème avec votre dossier, il n'y a pas de question particulière à débattre. » Et ils m'ont proposé l'enregistrement au patrimoine du document. Et à ce moment-là, le service historique de la Défense, par la voix du général commandant le service historique, m'a proposé un contrat par lequel je soumettais au service historique de la Défense la conservation d'une partie du dossier, la numérisation du document, la numérisation de tous les dossiers d'expertise qui ont été mis à partir de 2011 à la disposition du public et des chercheurs. Donc pour moi, l'affaire était close. Quelque temps après, M. Dumur ayant contacté donc, les services du service historique de la Défense, m'avait demandé de l'accompagner pour amener des documents. Ces documents avaient été confiés donc, à M. le conservateur du service historique, et tous ces documents étaient en place donc, pour être validés, authentifiés normalement. Et de plus, ils avaient reçu une cote qui permettrait donc aux futurs chercheurs de venir consulter ce document très important. Et on s'aperçoit qu'une affaire n'est jamais close. Et on m'a bien dit qu'un document extraordinaire, problème extraordinaire. En 2014, voilà, c'est terminé. Jean-Jacques Dumur se dit « les preuves ont été rassemblées, les témoignages ont été rassemblés, les expertises ont été rassemblées, maintenant, c'est bon ». Ce manuscrit est véritablement du maréchal Pétain et il va pouvoir passer à autre chose. Malheureusement, il se trouve que Jean-Jacques Dumur semble être condamné par le mythe de Sisyphe et la pierre qu'il a patiemment montée jusqu'au haut de la colline va redescendre et il va tout falloir recommencer depuis le début. Donc en 2014, j'étais sûr d'avoir tous les éléments pour mener ce dossier à son terme. Or, il est arrivé un avis d'un expert anonyme, expert marchand, qui n'a pas voulu effectivement donc révéler son nom et qui a laissé planer un doute sur l'authenticité du document. Effectivement, une question subsiste. Pourquoi, malgré toutes les expertises qui ont été faites, ce document s'est vu revenir devant les tribunaux pour qu'on prouve une autre fois qu'il n'était pas original ou qu'il était original? C'est compliqué de répondre à cette question, mais cela tient peut-être au fait que Pétain n'est jamais passé pour un grand écrivain, à la différence de Charles de Gaulle, qui, en dehors d'être un visionnaire, d'être un homme politique et un militaire incroyable, était un merveilleux Chateaubriand. Ce n'était pas le cas de Pétain. Pétain a été très occupé dans cet entre-deux-guerres, et on pensait déjà tout savoir de lui parce qu'on a beaucoup parlé de lui, tout savoir de lui parce qu'il y a une instruction, même rapide à son procès, tout savoir de lui parce que c'est sans doute le maréchal français sur lequel on a le plus écrit et sur lequel on écrira encore beaucoup. Et je pense que tout le monde s'est dit que l'existence de ce manuscrit n'était pas possible. En plus, lorsque l'on est collectionneur d'autographes et que l'on est attaché à l'écriture d'une personne, on s'imagine que cette écriture est toujours la même. Et justement, variation et dissemblance dont on parlait tout à l'heure ne vous apparaît pas vraiment. Et lorsqu'on regarde certaines pages du manuscrit, de ce manuscrit, on peut effectivement se poser des questions comme ça rapidement sur le fait que Pétain puisse avoir une écriture parfois très calme, très tranquille, qui par moments peut ou pourrait ne pas correspondre à sa véritable écriture. Donc je peux comprendre que certains se posent des questions et se soient posés des questions, il fallait y répondre et c'est ce qui va être fait. Ça m'a tout simplement obligé, plus tard, en 2017, d'intenter un procès. Alors pourquoi nous avons intenté un procès aussi? C'est parce que en 2016-2017, on a fait intervenir un autre expert en documents historiques qui s'appelle M. Roch de Coligny, qui est directeur de la maison Honoré d'Urfé à Paris, et qui a bien voulu analyser le manuscrit et qui a surtout bien voulu se pencher sur les deux expertises qui ont été mises en opposition. Celle faite par mes contradicteurs
et celle présentée par Mme Charby-Lescat. Et là, on a bien les mêmes avis qui ont été ensuite confirmés par la Cour, c'est-à-dire qu'on avait une expertise qui n'en était pas une, d'abord parce qu'elle n'était pas datée, ensuite parce qu'elle était signée par deux personnes qui étaient étroitement liées, puisque c'était mari et femme, et puis parce que ces mêmes signataires-là ont demandé à la justice de ne plus considérer leur expertise comme une expertise, mais comme le reflet de leur simple liberté d'expression. Et en côté de ça, nous, on a maintenu notre expertise en écriture manuscrite comme un document juridiquement opposable. Voilà, l'affaire s'est terminée au tribunal comme ça, et ça s'est terminé donc par une condamnation de nos contradicteurs en 2021. Moi, ce qu'il faut retenir dans cette affaire-là, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel confirmé par la Cour de cassation précise bien que dans les deux expertises produites à l'appui du dossier, une est recevable parce qu'elle est conforme à la méthode, c'est celle de Mme Charby-Lescat, et que les expertises qui ont été produites par mes contradicteurs n'ont pas la même valeur juridique parce que d'abord, elle n'est pas datée, leur rapport n'est pas daté, deuxièmement parce qu'il est signé par deux personnes, alors qu'il devrait être personnel, et tout simplement parce que les signataires eux-mêmes ont demandé à la Cour de ne plus considérer leur rapport comme une expertise, mais comme le reflet de leur liberté d'expression. Donc ça change tout. Voilà, je pense, là, avoir répondu à vos interrogations. Dans un combat comme celui que Jean-Jacques Dumur a mené, l'important, c'est d'être fort, mais l'important aussi, c'est de ne pas être seul. Et sur ce point, Jean-Jacques Dumur a pu profiter du soutien affectueux et fidèle de sa famille et de ses amis. Et c'est peut-être l'une des choses qui l'a fait tenir si longtemps dans cette belle aventure. À tous les gens, par contre, qui m'ont félicité, qui m'ont remercié, qui se sont étonnés de ma persévérance, ben, vous savez, dans la vie, on reçoit quelquefois, on a l'impression comme ça d'être missionné, de recevoir une mission. Moi, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris comme une mission. J'ai reçu pour mission d'authentifier ce document. Et j'ai jamais été seul. Jamais été seul. J'ai cru l'être seul, mais je ne l'étais pas. On est amis depuis très longtemps. Et chaque fois qu'il faisait un pas en avant ou un pas en arrière au sujet de la recherche pour ce document, il ne m'en faisait pas, tout simplement, sans jamais dire « je vais abandonner, je vais abandonner ». Au contraire, plus on lui reprochait certaines choses. Je pense qu'il a dû vous raconter l'histoire de Clenché, quand le maréchal Pétain avait écrit de Clenché avec un A ou avec un E, c'est peut-être l'inverse. Il avait effectivement tout de suite cherché sur un dictionnaire de cette époque-là, où il avait vu qu'effectivement, déclenché pouvait s'écrire de deux façons différentes. Et tout un tas de choses comme ça. Les lettres qu'il consultait dans des documents en faisant des photocopies avec des transparents pour les superposer. Il a dû passer un temps fou à faire tout ce travail de recherche. Et quand il me racontait aussi que les experts qui lui demandaient à 9h du soir ou 10h du soir, vous ne pourriez pas m'envoyer tel document, il travaillait toute la nuit pour le renvoyer dans la matinée. Bon, je pense que là, je crois que nul autre à lui ne pourrait plus faire ce travail-là. La preuve, c'est que vous êtes derrière moi maintenant pour me dire bravo. Mais j'ai été aidé beaucoup par les experts en écriture. Moi, ma rencontre avec Marie-Pascale Charby-Lescat a été une chance. C'est une personne qui a travaillé, avec qui j'ai travaillé, mais en toute confiance. Et je savais que de toute façon, si elle avait rencontré le moindre doute, si elle avait levé la moindre dissemblance, je sais qu'elle me l'aurait dit. Elle m'aurait dit, Monsieur Dumur, arrêtez, vous avez tort. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Roch de Coligny, qui a été... Ces deux personnes-là, dans ma vie, ont été très importantes, parce que je les considère encore comme compétentes, mais surtout courageuses. Alors merci à tous ces gens qui m'ont aidé. Déjà, le fait de l'avoir soutenu, peut-être que ça a été quelque chose d'efficace pour lui, effectivement, parce que peut-être à certains moments, sans le soutien de quelqu'un auprès de lui, il aurait peut-être tout balancé en disant bon, j'abandonne, je laisse de côté. Mais je crois que comme il avait expliqué aussi, quand il commence quelque chose, c'est peut-être son esprit militaire aussi qui lui faisait faire cela, je pense que oui, c'est un mec très bien. Bon, eh bien, vous savez, je pense maintenant, grâce à vous tous, qu'on est arrivé à la fin de cette aventure. Et
je ne voudrais pas oublier non plus 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé, parce que là aussi, il a fallu d'abord croire à mon discours, ensuite croire à mes arguments. Mais c'est mes 2 avocats, hein, en particulier Maître Trémollet de Villers et puis Maître Belmont. Voilà, je voulais donc leur tirer un chapeau parce que ils m'ont aidé jusqu'à la fin. Ils ont cru à mes hypothèses et bien, ils m'ont bien défendu, puisque de toute façon, on a été ensemble vers la victoire juridique. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver le 11 mars à l'Hôtel des Ventes de Nice, sous le marteau magique de Maître Agathe Voisin, pour terminer, pour conclure cette incroyable histoire par la vente de ce document. En tous les cas, merci d'être avec nous, merci de nous suivre, et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle aventure assez extraordinaire, vous le verrez. À bientôt, merci.